Mesdames, Monsieur, bienvenue sur notre chaîne Belgocam 21 TV. Je suis accompagné de notre consultant maison, Monsieur Etoga. Nous allons parler au sommet de cette émission. Nous allons parler notamment des équipes africaines présentes au Mondial au Qatar, notamment du Cameroun et de la Belgique, qui est un pays que nous avons décidé de suivre spécialement puisque nous nous trouvons en Belgique. Dans l'équipe des Diables Rouges, nous avons un Camerounais nommé Onana Amadou. Monsieur Toga, bonsoir. Bonsoir, et c'est un plaisir de venir analyser le parcours des Lions, le parcours des Diables Rouges et pourquoi pas de l'ensemble des pays africains. C'est un match qui était à la portée des Lions indomptables du Cameroun, dans l'équipe nationale du Cameroun face à la Suisse, sur le papier. Mais sur le terrain, c'était tout autre chose. Nous avons vu une opposition de style, un 4-3-3 proposé par les Camerounais contre un 4-2-3-1 proposé par la Suisse. Monsieur Toga, le Cameroun a mis en attaque 3 joueurs de profils différents. Vous avez M. Toko Ekambi, qui est un ailier de formation, qui était effectivement à son poste. Brian Ngemo, qui est un avant-centre. Et puis, vous avez Choupo-Moting avant-centre. Si on fait le constat, M. Ngemo, Brian Ngemo n'a pas fait un seul débordement sur le côté, ni un centre, à part les ballons arrêtés qu'il a, ou les phases arrêtées qu'il avait la charge de négocier. Monsieur Toga, comment vous avez trouvé ce profil de joueur que l'entraîneur a préféré mettre face à une équipe où il fallait certainement un autre type de joueur pour mettre en mal la défense de la Suisse? À mon humble avis, tel que je vois le dispositif, comme vous venez de décrire, ne me pose pas problème en soi, parce que le coach a jugé nécessaire de les aligner et en fonction des tâches qu'il a définies pour chacun. On a vu des avant-centres qui se sont reconvertis en défenseurs, tels que Samuel Eto'o à l'Inter de Milan, et ils ont rempli le job. Ça dépend de la feuille de route que le coach a donnée à chaque individu pour remplir les missions qui leur ont été conférées pour gagner la rencontre qui était ce jour, c'est-à-dire Cameroun-Suisse. Mais Brian Ngemo, on sait bien qu'il est véloce, il a les facultés de débordement, de centre même déjà de façon efficace. Mais contre la Suisse, il a manqué un peu de tout ça parce que je ne sais pas ce qui se passait. Et on peut dire qu'il n'était pas peut-être à son poste, mais je crois que le coach a jugé mieux de l'aligner à ce niveau-là et il a peut-être rempli les missions qui lui ont été conférées. Et Choupo-Moting, on sait bien qu'il joue à l'axe au Bayern de Munich. Toko Ekambi à Lyon, il manque un peu de temps de jeu, l'adaptabilité avec les joueurs tels que Choupo-Moting et tout. C'est en cela que moi je vois le problème, parce que le style de jeu de Choupo-Moting ne coïncide pas forcément avec ce qui a été proposé par le coach. C'est en cela que je trouve qu'aux entraînements, les avant-centres n'ont pas forcément, les avant-centres préparés à débuter cette rencontre n'ont pas forcément travaillé de concert pour essayer de trouver les automatismes, les déplacements, à même de leur permettre de se créer des véritables occasions de but et d'inscrire nécessairement le but qui devrait permettre au Cameroun de trouver satisfaction à leur victoire. Vous avez le style de jeu que Choupo-Moting présente au Bayern de Munich. Il a essayé de le reproduire en équipe nationale avec une ou deux actions. Une ou deux actions. On a été véritablement dangereux pour la défense suisse. Mais bien après, on n'a pas eu la lucidité nécessaire de continuer avec ce style d'exercice pour mettre en mal les Suisses dans leur défense. Et donc, c'est en cela que moi, je trouve que la communication a manqué à cette équipe-là au niveau de l'attaque et même au niveau de porter les ballons vers l'avant pour retrouver déjà un Choupo-Moting qui joue plus en déviation pour ses coéquipiers, pour faciliter un 1-2 et qui libère forcément les espaces pour ses coéquipiers ou bien pour lui-même et marquer le but nécessaire.
Comme milieu de terrain, le Cameroun a un milieu de terrain de 3 joueurs de très grande classe. Mais malheureusement, on a l'impression que les rôles n'ont pas été définis. Anguissa Zambo, on ne sait pas si c'était lui qui avait la charge de mener le jeu. On ne sait pas si c'est Ongla qui devait jouer en relayeur. Mais on a l'impression que Ongla était plutôt sur son côté gauche. Comme j'ai pu comprendre ces tactiques-là, les trois milieux étaient à plat. Donc il n'y avait pas un milieu en triangle dans cet espace, ce milieu de terrain du Cameroun. Est-ce que vous avez eu l'impression que les rôles ont été bien définis pour chaque joueur au milieu de terrain? Si on regarde, on peut faire une analyse transposée ici et prendre d'abord la première mi-temps et regarder la deuxième mi-temps, comment elle s'est présentée. Et si on regarde la première mi-temps, on va se rendre compte que les rôles ont été définis, les rôles ont été respectés, les missions qui ont été assignées ont été assimilées et exécutées de fort belle manière. Et maintenant, au retour des vestiaires, on a tout chamboulé, on n'a rien vu de ce qui a été proposé à la première mi-temps. C'est à se demander ce qui s'est passé dans le vestiaire. Tout simplement, mais à mon humble avis, les rôles ont été définis par le coach et on ne peut que regarder la première mi-temps et la deuxième mi-temps et voir que en un match, on a vécu 2 matchs différents. Et en 2 matchs différents, en défense, vous avez Nicolas Nkoulou, sur qui la ligne défensive camerounaise devait s'appuyer. Mais on a l'impression que Nicolas Nkoulou n'a pas été ce leader là, de la défense. Et lorsqu'on voit en deuxième mi-temps André Onana qui sort de ses buts pour donner du rythme, pour dire écoutez, mettez-moi du rythme, relancez le jeu par de derrière, relancez-moi ce jeu-là par l'arrière, faites bouger le bloc adverse avec 2-3 passes vers l'arrière, mais M. Castelletto et Nkoulou étaient incapables de le faire. C'est une lecture qu'on peut avoir, mais moi je vois véritablement ça sous tout un autre angle. Je dis ça pourquoi? Parce que on ne peut pas, à mon humble avis, analyser le groupe de façon individuelle. On regarde le comportement déjà du groupe et maintenant, dans ce groupe-là, on regarde à ce moment-là les individualités. Et quand on regarde le comportement général du groupe à ces rencontres-là, à la première mi-temps, elle a été satisfaisante. C'est même un satisfait à 100% qu'on peut donner à cette équipe-là. La même équipe revient à la deuxième mi-temps, mais le satisfait, il est de 0. Il est de 0. Si je parle du groupe, il est de 0. Et maintenant, dans les individualités, il y a des joueurs qui se sont démarqués en deuxième mi-temps. On peut dire que on peut bien dire que le groupe a eu 0, mais dans les individualités, on peut noter, tel que André Onana, qui a montré cette envie de gagner, cette envie de revenir au score après qu'on ait encaissé ce goal-là. Mais pour le reste, on se demande s'ils avaient véritablement envie de donner le meilleur d'eux-mêmes pour trouver le goal adverse. C'était amorphe, c'était sans âme, c'était sans véritable abnégation à trouver des failles nécessaires qui leur permettraient déjà d'inscrire un goal et de peut-être venir avec un goal en plus. Mais au regard des individualités, comme vous venez de le signifier, Nicolas Nkoulou, c'est vrai que c'est la bête noire des Camerounais à l'heure actuelle. Il a pris la place d'un gadeux qui était peut-être en forme ou pas. Et donc, il va ramasser les pots cassés si la défense camerounaise encaisse des goals. Ça, c'est connu. Et donc, moi, je pense qu'il a livré un match à la hauteur. Il était à la hauteur. Il a livré un bon match. Et les Castelletto, ils ont livré un bon match. Mais on prend un but sur une inadvertance du milieu de terrain qui manque de repositionnement. Et ma foi, on ne peut accuser Nicolas Nkoulou, qui est peut-être tétanisé aussi sur le comportement de ces gars qui ne font plus. Puisque le football, c'est les déplacements. S'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de mouvement. Vous ne pouvez pas donner vous posez le ballon naturellement pour faire des relances. Mais si vos coéquipiers ne proposent pas de jeu, comment vous faites des relances? C'est amorphe, c'est sans âme. Donc,
André Onana se retrouve à cette position-là et commence à vouloir galvaniser ses joueurs comme il l'a fait à Blida. C'est de l'engagement d'André Onana qu'on retrouve ce but de Blida, ça part de lui. Parce que tout le monde était déjà en train de vouloir se chamailler. André Onana il se retrouve au milieu de terrain et il est venu juste dire à ces gars que, ben, les gars, on est menés les gars, réveillons-nous, on était endormis. Sur ce but à la 48e minute, en deuxième mi-temps, comme je disais à l'entame, le bloc équipe, les courses n'ont pas été effectuées par le 6, le 8 ou le 10. Je parlerai plus du 6 et du 8 parce que la zone défensive dans la surface de réparation du Cameroun, il manquait un joueur dans la zone point de pénalty et il manquait un joueur dans la zone entrée de surface de réparation, communément appelée à 45 ou les 11 mètres. Il manquait 2 joueurs à ce niveau-là pour contrer ce centre en retrait. Est-ce que, revenons sur ce chemin tactique-là où ces joueurs étaient peut-être en carence physique pour pouvoir effectuer ces courses-là? Naturellement. Naturellement, c'est la carence physique. Et c'est à se demander s'ils auront les ressources nécessaires pour les prochaines échéances. Naturellement, parce que vous avez on est en décalage total avec ce qui est véritablement attendu pour cette équipe-là. Le jeu avec ballon, c'est néant, c'est défaillant. Le jeu sans ballon, néant, défaillant, c'est à se demander si à l'entraînement, ils font quelque chose. C'est à se demander si à l'entraînement, ils font quelque chose. Le pressing, il est fait de façon décousue. Les appels de balles, c'est de façon à se demander s'ils sont même des professionnels. Donc, véritablement, vous avez raison de le dire, le milieu de terrain a failli et c'est ce qui a posé un véritable problème à la défense. Qui devrait faire quoi? Un centre en retrait, on sait que c'est une dangerosité pour les défenses, des centres en retrait, parce que ça désaxe déjà même le sens d'orientation de la course. C'est remis en retrait, comme on le dit, et c'est désaxant. Et puis, c'est un but. S'il y a un mauvais repositionnement au niveau du penalty, qui doit nécessairement avoir des joueurs de votre équipe, pas de l'équipe adverse, mais de votre équipe, à ce niveau-là, ben, c'est un but. Nicolas Nkoulou, sur cette action, fait sa course. Il fait sa ligne de course normale, il va fermer le centre vers le premier poteau, il est placé là où il faut, mais le positionnement axial au niveau du Umgwet et soit Zambo Anguissa n'étaient pas présents dans leur zone. Au départ de l'action, déjà, il y a un problème de positionnement. Il y a un Toko Ekambi qui ne fait pas complètement sa course, déjà les joueurs ne vont pas faire un pressing véritablement sur les joueurs suisses. Si vous comptez les passes qu'ils ont fait 12 passes avant d'inscrire ce but. Comment, en Coupe du Monde, vous laissez une équipe jouer comme si c'était le Barça, sans faire un pressing à la culotte? Comment ça se fait? Et vous avez un milieu de terrain qui se fait mâcher, manger, avec une seule passe qui part d'un coin du terrain pour transférer le ballon vers l'autre point du terrain qui ramène maintenant un centre. On traverse tout votre milieu de terrain comme ça avec 3 passes. Une passe pour le milieu, une passe qui transfère le ballon vers l'autre côté qui déborde un Faye Collins qui est aussi mal positionné parce que Toko Ekambi ne remplit pas sa course exactement. Et on fait un centre en retrait et puis ça désarce tout le monde. Et quand le ballon passe, les autres coéquipiers, comment est-ce qu'ils font pour regarder et ne pas mener leur course de façon à 100% pour revenir se repositionner véritablement et éviter ce goal qu'on prend de façon, à mon avis, c'est bête. Après le but, on observe que la Suisse avait déjà adapté son style de jeu. Ils avaient changé, ils sont passés plutôt à un 4-3-3 avec un triangle inversé au milieu de terrain, mais l'équipe nationale du Cameroun n'a pas réagi. Tactiquement, on a gardé le même style de jeu, les mêmes positions tactiques et le même profil de joueur. De surcroît, le joueur qui gardait le plus le ballon, Choupo-Moting, a été sorti. On peut dire beaucoup de choses, Mais en première mi-temps, c'est une bonne équipe. En deuxième mi-temps, l'équipe a foiré.
il parle de l'équipe qui a foiré. Est-ce que ce n'est pas simplement l'adaptation tactique de la Suisse qui a tétanisé le staff et les joueurs et qui ne se sont pas adaptés directement à cette... Je vais peut-être aller dans rechercher une raison. Cette atmosphère-là pourrait venir du discours que le coach aurait tenu à ses joueurs à la mi-temps, qui a peut-être chamboulé, ou bien alors des échanges déjà de propos entre les joueurs à la mi-temps. Ça peut partir d'un simple mot qui sort et tétanise tout un groupe et qui tue même déjà la motivation du groupe, parce qu'à la deuxième mi-temps, on ne peut pas expliquer comment la motivation... Les Suisses ont changé leur fusil d'épaule, ils ont aligné plutôt 3 attaques. Même s'ils changent leur fusil d'épaule, ce sont des professionnels pour comprendre quand même que la stratégie a changé. Et adapter aussi leur course en fonction. Mais le coach a donné des instructions. Si le coach a donné des instructions, le coach lui-même, il sait qu'en situation de jeu, c'est vous qui êtes le maître à la décision. Vous signifiez juste au coach que on a adapté parce qu'on vivait une situation qu'il fallait adapter. Ce sont des professionnels. C'est le schéma du jeu. À partir du moment où l'entraîneur donne son schéma du jeu et son plan du jeu, les joueurs sont obligés de suivre. Mais à cela ne tienne, si on regarde un peu plus loin, on constate que les changements effectués par l'entraîneur n'ont pas été prolifiques. Non, pas du tout. Ils n'ont pas été prolifiques. C'est dans l'ensemble, hein, c'est dans l'ensemble. C'est pas simplement les entrants qui devraient apporter quelque chose. Déjà, votre milieu de terrain ne sait pas. Les déchets techniques, il y en avait beaucoup. Votre milieu de terrain ne conserve pas force, ne sait même pas d'abord si que le ballon entre eux trois. Je ne suis même pas sûr qu'ils ont réussi à faire une cohésion à 3 pour porter le ballon vers l'avant. Les centres vers l'avant qui sont faits de façon bizarre, sans toutefois avoir un destinataire concret. C'est à se demander s'il voulait jouer. Ça se demandait s'il voulait jouer. Un Umgwet qui fait des relances sans efficacité. Sans efficacité. Un Zambanguissa qui... Vous avez vu des gestes tels que le désarroi, la désespérance qu'il affichait quand il faisait un pressing tout seul. Vous ne pouvez pas faire un pressing tout seul quand vous êtes à 11 sur le terrain et vous voulez gagner. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Il n'y avait pas un timing. Un press mi-haut ou un press bas. Un bloc équipe bas ou un bloc équipe médian ou un bloc équipe haut. On a perdu de vue cette qualité tactique-là au niveau de l'équipe nationale du Cameroun. On a vu la Serbie jouer. La Serbie a perdu face au Brésil 2-0. Mais une équipe serbe qui impose l'impact physique, c'est-à-dire un travail physique constant pendant 90 minutes. Ils ne sont pas épuisés, on voit bien qu'ils sont prêts physiquement. S'ils ont perdu 2-0 face au Brésil, il faut comprendre que le Brésil qu'on a vu, qui accélérait et qui donnait du tempo quand il voulait, pouvait en mettre 5 ou 6 à une autre équipe. Mais là, la Serbie a tenu la dragée haute et même a eu des occasions. Bon, on doit se poser la question de savoir si le staff technique ne doit pas adapter son fusil d'épaule et avoir des joueurs au profil sur le terrain pour affronter cette équipe de Serbie qui met vraiment de l'impact physique sur toutes les actions. Oui, naturellement, il y aura des changements pour le match futur. Naturellement, on espère des changements. Mais maintenant, est-ce que les joueurs qu'on a vus pour le premier match, avec une Suisse qui n'avait pas forcément l'impact physique de la Serbie, ils se sont fait manger dans le milieu de terrain, ils se sont même fait manger en attaque, ils se sont fait bouffer en défense. Est-ce qu'ils auront les facultés nécessaires de revenir dans les conditions physiques que présenterait la Serbie? Je doute fort, pour la simple raison que les éléments convoqués ont peut-être des aptitudes techniques et une force physique pas très en fond parce qu'ils ne jouent pas déjà dans leur club. Ils ont un manquement de jus dans les jambes, ce qui fragilise un peu les automatismes aussi. Et il faut retrouver tout cela. Donc, c'est un peu compliqué. Et une Serbie qui a montré qu'elle est véloce et colosse
Elle va au contact, elle n'est pas là pour faire des choses à demi ou quoi que ce soit, comme les Camerounais ont montré leur premier match. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. La Coupe du Monde, si vous voulez la gagner, c'est 90 minutes que vous devez être à 100%, sans toutefois... Vous pouvez flancher parce que la fatigue, c'est en cela que maintenant le coaching tactique doit intervenir. Parce qu'on voit ici que dans le positionnement et le dispositif tactique qu'on a proposé, il y a une différence ici, il y a une faiblesse de régime. Il faut ajouter quelque chose de nouveau et les changements dans le premier match, je ne suis pas sûr que ça a été fait en fonction. C'est pourquoi la première question que vous me posez, j'ai dit les trois, le compartiment offensif, les trois n'ont pas travaillé de concert. Vous avez vu, c'est des individualistes à outrance. Pourtant, Choupo-Moting, il est altruiste. Il joue avec le côté altruiste de Choupo-Moting pour trouver des failles. Mais si en deuxième mi-temps, tout le monde voulait déjà marquer en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, les passes même ne circulaient plus bien, ils n'ont fait que défendre, défendre, défendre. Contre la Suisse, comment ça va se passer? Ils ont un pressing haut, ils ne vous laissent pas le temps d'amortir le ballon. Et les déchets techniques qu'on a vus, contre la Suisse, contre la Serbie, ça sera grave. La Serbie a un point fort. Ce sont ses défenseurs qui mesurent chacun 1,98 m, 2 mètres par là. Et au niveau des phases arrêtées, on aura des problèmes parce que notre défense, on n'a pas de joueurs de tête, je reviendrai encore, on va sur Ngandou qui était la tour de contrôle à ce niveau-là, mais cette défense camerounaise n'a pas un tour de contrôle. Ngandou, tour de contrôle, je pense qu'il a montré aussi ses différences avec un Slimani. Slimani l'a bouffé, avec un Slimani qui n'est pas forcément de la même carrure qu'un Mitrovic, et j'en passe. Donc, je pense qu'il faut juste une certaine adaptabilité, comme Castelletto disait, une certaine compréhension et cohésion. Le football, c'est un jeu de groupe. C'est un jeu de groupe. Et il y a si c'est défaillant ici, que les gars font leur course à fond, qu'ils pressent ensemble, qu'ils se donnent les passes ensemble, qu'ils font un bloc, qu'ils défendent comme ils savent bien le faire quand ils le veulent. Non, ça va passer. Mais s'ils veulent commencer à jouer comme en deuxième mi-temps, les balles en l'air, contre une Suisse qui a aussi des défenseurs géants, non, le premier match. Ils ont passé en deuxième mi-temps à faire des relances vers l'avant sans toutefois construire, essayer de trouver les attaquants avec la balle au pied. Comment ça va se passer? Contre la Serbie, ça sera difficile déjà d'avoir cette tactique-là, cette stratégie-là, ça sera hyper compliqué. Parce on n'a pas un véritable avant-centre qui de la carrure de Patrick Mboma, qui pouvait imposer un certain gabarit. On pouvait avoir cela avec un Tawamba peut-être. Vincent Boubacar, je doute fort, parce que les défenseurs serbes sont, je ne sais pas si vous avez vu comment ils sont arrivés sur Neymar, il est blessé. Et un Vincent Boubacar, je doute fort qu'il soit au même titre qu'un Neymar. Je doute fort parce qu'il faut quand même être réaliste. Et donc, déjà, un Choupo-Moting et Aboubakar Vincent, c'est Choupo-Moting qui doit jouer. C'est Choupo-Moting qui doit jouer. Il n'y a pas raison de douter. Mais maintenant, le coach peut venir avec une proposition de 2 avant-centres. Et là, il doit sacrifier. Mais le point essentiel qui était faible, pour moi, dans ce premier match qu'on a eu, c'est Ntoko Ekambi. Il n'a pas apporté ce qu'il devait apporter, il n'a pas débordé une seule fois. Est-ce qu'il était dans un état d'esprit de jouer sur le flanc gauche ou il voulait jouer en pointe? Ça, ce sont les choix. Et c'est pour ça qu'il y a 26 joueurs et l'entraîneur doit trouver les joueurs adéquats pour pouvoir avoir un équilibre. Continuons sur l'avenir de cette équipe des Lions Indomptables. Est-ce que vous pensez qu'on passera le premier tour? Pardon. Je pense que oui, on a les moyens. On a les moyens de passer le premier tour. Et ça dépendra de la volonté déjà de nos compatriotes qui participent à cette Coupe du Monde-là, d'écrire leur histoire et de faire rayonner nécessairement le Cameroun en écrivant leur histoire, de rentrer après 90 dans l'histoire. Donc, tout est question d'histoire ici. Et pour écrire l'histoire, il faut se donner à fond. Il
faut se donner à fond. Vous ne pouvez pas produire une première mi-temps que vous estimez satisfaisante à vos yeux et venir nous produire un football de 2-0 en deuxième mi-temps. Ce n'est pas possible. Vous n'irez nulle part avec cet état d'esprit-là. Et moi, je remets encore en question ici le discours qui a été tenu dans le banc, dans le vestiaire à la mi-temps. C'est qui a peut-être chamboulé cette équipe. De mon point de vue, je ne suis pas à l'intérieur, mais c'est juste une analyse pour montrer que le discours que le coach peut tenir à ses poulains dans un match est très important et ça peut changer même le cours d'un match. On voit avec Hervé Renard et l'Arabie Saoudite, Argentine, Arabie Saoudite, comment son discours a porté cette équipe-là vers un horizon meilleur. Les Camerounais ont assisté à la défaite de par le monde et en Belgique, nous avons eu des réactions. Et comment avez-vous trouvé la réaction au niveau de la toile? Bon, déjà les Camerounais sur la toile, particulièrement Facebook, moi en tant que communicateur, je peux vous dire que c'était le souhait de tous les Camerounais, pratiquement sur la toile. Ils voulaient voir l'équipe camerounaise perdre, tout simplement parce qu'on n'a pas convoqué un des joueurs qui semble le plus adulé au Cameroun, un gars 2. Juste parce qu'on n'a pas convoqué un gars 2, les Camerounais ont souhaité la défaite des Lions. Donc aujourd'hui, on ne doit pas pleurer parce que c'est ce qu'on voulait. Pourquoi est-ce qu'on doit pleurer? Non, non, c'est notre souhait et on nous a servi le souhait qu'on a voulu et pas notre propre confrère. Donc on ne doit pas pleurer, c'est le Cameroun. Je pense qu'il continue même d'ailleurs de prophétiser la défaite du Cameroun face à la Serbie et face au Brésil. Et donc vous espérez qu'on dise quoi de ces Camerounais-là? C'est leur souhait. C'est leur volonté et quand la défaite arrive, il faut juste consommer sans toutefois chercher à indexer que c'est un Koulou, c'est un Castelletto, c'est un Gadeux, c'est un... Non, 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 non. Vous voyez comment les Belges supportent leur équipe. Je ne suis pas sûr qu'un journaliste belge a déjà tiré à boulet rouge sur l'équipe des Diables Rouges pendant la compétition. Ça arrive bien après, parce qu'on va se remettre en question, parce que la défaite est là, ça arrive, on se remet en question, mais qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, et on prend les décisions. C'est ce qui s'est fait pendant la période de Marc Wilmotte. Ouais, les grands ont été bousculés pendant les premiers matchs de cette Coupe du Monde, notamment l'Allemagne, la Belgique. Les Diables Rouges ont été malmenés. Mais lors de la précédente émission, nous avons parlé de cette équipe bourrée d'expérience. Oui, tout à fait, tout à fait. Ils ont de l'expérience et je crois que c'est leur arme fatale déjà. Mais au niveau des individualités, vous voyez que le Canada, que nous ici, moi particulièrement, je ne connaissais pas, qui pouvait produire un tel football. Ils m'ont émerveillé. Ils m'ont émerveillé à tel point que je souhaitais par exemple les voir marquer un but et voir la réactivité de l'équipe belge face à ce but encaissé. Mais je pense que tel que la Belgique a été bousculée, elle produira certainement un autre visage pour les échéances à venir. Et je crois que le coach Van Gaal aussi, il a quand même raison de dire qu'à cette Coupe du Monde, comme on le disait aussi dans notre précédente émission, les joueurs n'ont pas eu de temps de repos, donc il faudra gérer le groupe aussi, le manager en fonction de ce que l'énergie dégagée, l'énergie fournie. Si vous estimez que c'est un match facile, vous n'allez pas déployer toute l'énergie nécessaire pour nécessairement gagner cette rencontre-là. Vous allez déployer le juste nécessaire pour faire le job. Et je crois que la Belgique, avec son expérience, a les moyens d'utiliser cette stratégie à la Van Gaal. Est-ce qu'on voit la Belgique passer le premier tour? Oui, tout à fait. La Belgique passera le premier tour. Je crois que la difficulté de la Belgique viendrait à partir des 16e de finale. Mais on aura le retour de Romelu Lukaku. Je crois que le Romelu Lukaku, je pense qu'il n'est pas tellement dans sa forme de 2018. Et il est diminué par le transfert de l'Inter de Milan, de Chelsea, tous ces aléas du sport là qu'il a connu pendant cette période-là, qui ne le propulse pas vers sa forme à 100%, mais ils ont quand même un Batshuayi et j'en passe. Ils ont les éléments nécessaires et qui doivent s'appuyer sur leur forte expérience de Kevin De Bruyne et de Hazard, qui revient un peu au top de sa forme à cette Coupe du Monde. Le Camerounais
Amadou. Tout à fait. Les Camerounais, ils sont partout apparemment. Et il a fait un bon match, il a fait une bonne entrée, il a stabilisé le milieu de terrain. Ouais. Naturellement, on espère que il va porter cette équipe au plus haut niveau et espérer gagner la Coupe du Monde. Pourquoi? Revenons sur les pays africains. Nous avons les 5 pays africains. La Tunisie a perdu le deuxième match. Le Ghana s'est bien comporté lors du premier match, mais manque d'expérience pour pouvoir gérer son match. Le Maroc, égal à lui-même, a démontré qu'on peut compter sur lui. Est-ce qu'une équipe africaine pourra... j'en oublie, le Sénégal qui a gagné son deuxième match, mais est faible par l'absence de Sadio Mané. Est-ce qu'une équipe africaine peut passer le premier tour? Dernière émission, on a dit un jeu qui est construit sur un seul joueur star, entre guillemets, est fébrile dès que celui-là il est absent. Et ça s'est ressenti aujourd'hui avec les prestations du Sénégal. Le Sénégal, je crois que les carottes sont cuites. Il n'y a pas envie d'être devin, mais je crois que les carottes sont cuites. L'Équateur, avec le football qu'ils nous ont montré, il leur faut juste un match nul pour accéder au second tour. Et donc, face aux Pays-Bas, vous avez vu cette équipe rêver, chercher l'égalisation. Et comment elle a réussi à avoir son égalisation. Je crois que le Sénégal est un peu mal parti. Et c'est bien, ils ont gagné face à l'Arabie Saoudite, mais contre le Qatar, pardon. Ils doivent redoubler d'efforts et d'ardeur, de cohésion, d'entente, et beaucoup plus ce côté patriotique qu'on veut voir aussi dans les équipes africaines. Parce que quand on voit les équipes occidentales jouer, mais vous vous demandez si on leur a infusé des potions magiques. C'est le groupe qui bouge, c'est tout le monde qui est au service du groupe, tout est en groupe, quoi. Mais au niveau africain, dès que celui-ci a fait 100 mètres, il regarde si l'autre va faire les 100 mètres et c'est désaxé, c'est désorganisé. Mais j'aimerais que le Sénégal se qualifie, mais ça sera compliqué face à l'Équateur. Quant au Maroc, on sait que c'est une grande équipe de football qui propose toujours un jeu véritablement à la pointe, bien stable, stabilisé et tout, avec ses joueurs vélos, ses colosses qui ont encore l'ADN d'un Hervé Renard qui est passé par là. Ils sont pressing haut, ils vont au duel à fond, ils ne font pas des je vais pas. Donc quand ils vont à fond. Et donc ils proposent quelque chose de très attractif et de très attrayant qui, ma foi, leur permettrait de passer au second tour. Je pense que la Tunisie, ça sera compliqué, mais bien qu'elle ait perdu aujourd'hui, il y a encore une chance, pourquoi pas, de montrer encore tout ce qu'elle sait faire sur le dernier match et espérer se qualifier. Vous avez le Ghana, son premier match, avec la polémique de la VAR qui n'a pas été utilisée sur le pénalty de Cristiano Ronaldo, qui pénalise cette équipe-là, et c'est à se demander s'il n'y a pas de discrimination dans l'utilisation de la VAR, parce qu'on utilise pour ci, on n'utilise pas pour ça. Et donc, doit reproduire le même style de jeu qu'elle a produit, bien que les énergies vont se dissiper, vont impacter sur la production et la performance du football qu'ils doivent produire dans les séances à venir. Mais je pense qu'elle a de quoi émerveiller l'Afrique et de faire rêver l'Afrique quant à sa qualification pour les 16e de finale. Que dire du Cameroun? On espère que face à la Serbie, face au Brésil, ils nous montreront un autre visage de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Et que le coach, bien que le lion, il court parce que le lion ne l'a pas vu, j'espère que comme le lion l'a vu, il va courir plus vite. Espérons que le lion n'a pas vu le lion, moi je dirais, parce que j'estime que la Serbie c'est aussi un lion. Le Cameroun pourra sortir de ses griffes de la Serbie avec une victoire. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette émission de débriefing. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines émissions, notamment nous allons débriefer le match Cameroun-Serbie et le prochain match de la Belgique. À très bientôt.